Bonjour amis internautes, merci partout vous êtes, c'est eNews 24 dans son émission d'analyse et l'analyse de eNews 24. Aujourd'hui, nous allons débattre pour vous la marche de l'UDPS. La marche aujourd'hui, nous allons, comme le titre l'indique, c'est échec ou réussite. Et vous vous rappellerez que la marche a fauché 3 personnes, il y a eu 2 civils, un policier, et tout ça c'est un civil à Kinshasa et un autre civil à Lubumbashi. Ensemble avec Eric Momba qui n'est plus à présenter. Eric Momba, nous l'appelons Eric International, c'est-à-dire c'est un grand journaliste d'investigation. Il a travaillé à l'internat et il est spécialiste pour la République démocratique du Congo. Il a son journal, grand journal, qui est édité en République démocratique du Congo. Bonjour Eric. Bonjour Denis, merci pour l'invitation. Merci d'être venu. Et voilà, la marche de l'UDPS, qu'est-ce que vous pensez? Parce que nous pensons qu'il y a certaines personnes qui disent que c'est une réussite, d'autres disent que c'est un échec. Et puis, réussite pourquoi, échec pourquoi? Bon, globalement, je parlerai plutôt d'une réussite. Je dirais même cuisante, puisque le contexte politique de la RDC avec la loi électorale actuelle, aucun parti ne peut ni gérer le pouvoir seul, encore moins gérer l'opposition seule. Nous sommes dans une politique de coalition, une politique de plateforme ou de cartels. Vous avez d'un côté le FCC, de l'autre côté le CACH, et au milieu la MOUCA. Donc ce sont des plateformes qui regorgent en leur sein beaucoup de partis politiques. Alors voici dans ce contexte-là un parti, UDPS, Union pour la démocratie et le progrès social, qui se détache, qui s'émancipe et qui montre les biceps en organisant une marche grandiose à Kinshasa, tout comme dans d'autres villes de la RDC. Beaucoup de gens sont déjà sortis au nom de l'UDPS bien avant cette journée d'hier, du 9, par exemple, dans le Kasaï, à Matadi, Katanga, et ainsi de suite. Alors, les gens sont sortis hier, le 9, nombreux, des 4 coins de Kinshasa. Donc, l'UDPS a voulu montrer que seul, je n'ai pas besoin d'autres partis, je n'ai pas besoin de coalition. Je suis un parti des masses, je suis un parti ancré dans la société congolaise, aussi bien dans la capitale qu'à Kinshasa. Et je rappelle aussi que la marche a été interdite, bien que nous soyons dans un régime d'information. La Constitution donne la possibilité à ceux qui veulent manifester conformément à la loi d'informer l'autorité administrative. Et dans ce cas d'espèce, l'UDPS et d'autres forces qui voulaient marcher ont saisi le gouverneur de la ville de Kinshasa, qui a refusé, qui a répondu par la négative en brandissant les mesures dues au coronavirus, à l'état d'urgence. Oui. Et il y a eu même une réunion élargie, une réunion interministérielle élargie au service des renseignements et de sécurité, sous la supervision du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Gilbert Kankonde, à l'issue de laquelle un communiqué a été fait officiellement, un communiqué du gouvernement interdisant toute marche sur l'ensemble du territoire national. C'est dans ce contexte-là que l'UDPS, en refutant, en jouissant de son pouvoir constitutionnel, l'article 64, est sorti. Et la population a la possibilité d'utiliser son pouvoir constitutionnel de 2 façons pour s'exprimer, à travers les urnes lors des élections et à travers la rue quand elle n'est pas contente avec une attitude ou un agissement des institutions. Et dans le cas d'espèce, l'UDPS est sorti pour rejeter la désignation et l'entérinement de Jossar Ronsard Malonda à la tête de la CENI, mais aussi rejeter les réformes utilisées par le Parlement, les députés Minako et Sakata sur
la justice. Donc, on a lu sur les calicots, sur les banderoles qui étaient brandis, non à Ronsard Malanda, oui aux réformes de la CENI avant la désignation de ses représentants. Mais est-ce que vous pensez que cette réussite de l'UDPS, c'est comme s'il y avait une spontanéité, toute la République en un temps record? C'est dû à quoi? Parce qu'aujourd'hui, nous avons cette bipolarité entre FCC et CASH. Entre-temps, FCC qui a presque, disons, la majorité des députés, et je pense que ce sont des députés qui peuvent interdire ou faire sortir les gens sur la rue, mais qu'est-ce qui fait que, malgré qu'ils sont minoritaires, c'est comme si l'UDPS n'a vraiment pas changé, c'est toujours ce grand parti politique. En fait, il y a la majorité institutionnelle détenue par le FCC. Au niveau du Parlement, les deux chambres du Parlement, le Sénat et l'Assemblée nationale, la territoriale, le gouvernement, mais l'UDPS nous montre qu'il y a la majorité populaire détenue par elle, par l'UDPS. Donc elle a c'est un parti un peu spécialiste de la rue. Donc la rue, c'est une institution du point de vue de la Constitution, puisque les partis d'opposition, par exemple, qui n'ont pas les législateurs, l'esprit du législateur, en instituant la rue, c'est pour permettre à ceux qui n'ont pas la majorité dans les institutions de pouvoir s'exprimer, de pouvoir montrer à travers leur capacité à mobiliser la population que nous sommes aussi majoritaires. Vous êtes dans les institutions pour nous représenter, mais là, nous ne sommes pas d'accord avec vous. Et l'UDPS a cette capacité-là en tant que parti de masse, que eux-mêmes ils appellent pyramide renversée. Donc c'est un parti qui est construit. On parle de la base. Oui, exactement. On parle de la base. Un parti qui est construit dès la base au sommet et non du sommet à la base. Vous voyez, d'autres partis ont des difficultés à faire cet exercice-là puisque ce sont des partis construits du sommet. Mais entre-temps, comment vous comprenez, c'est un ministre issu de l'UDPS qui interdit une marche et qu'on ne l'écoute pas. C'est comme sur les amis de Hado. Il y a déjà les médias qui disent que c'est l'UDPS contre l'UDPS. En fait, l'UDPS, c'est un parti qui focalise son action sur le respect des textes, le respect des institutions. L'âme de l'UDPS repose sur le respect des institutions de la République, le respect des textes. À partir du moment où un membre de l'UDPS est ministre, l'UDPS le considère en tant que tel, c'est-à-dire c'est un ministre de la République. L'UDPS, en tant que peuple souverain, donc la notion de la souveraineté, quand tu es dans les institutions de la République, comme le gouvernement, comme le cas du vice-premier ministre Gilbert Kankonde, l'UDPS ne te voit pas comme militant de l'UDPS, mais comme ministre de la République. Et à ce titre-là même, c'est ainsi qu'au sein de l'UDPS aujourd'hui, certaines personnes exigent la démission. Oui, j'ai entendu. C'est un exemple de la démocratie. Un parti que... Tu vois le contraire avec ce qui s'est passé, par exemple, avec... le vice-premier ministre de la Justice, Célestin Tounda Yakasenda, qui, lui, quand il était interpellé par le parquet, son parti s'est mobilisé pour aller le défendre. À l'UDPS, c'est différent. C'est-à-dire, tu es ministre, monsieur, tu fais face, tu dégages face à tes obligations en tant que représentant de l'État et tu as en face de toi le peuple souverain. Moi, je pense que c'est une nouvelle façon que l'UDPS, avec son Excellence Félix Antoine Tshilombo, est en train de... Est-ce que vous ne pensez pas, qu'est-ce que c'est compris par la classe politique? Est-ce que vraiment la classe politique comprend ce qui se passe entre-temps? Comment l'UDPS, contre l'UDPS, et le fait de réaliser que M. Kankonde est déjà ministre d'État, et parce qu'il a des fonctions d'État, il ne représente plus l'UDPS dans les institutions. On sort de 32 ans de dictature moboutiste, 20 ans de kabylisme, ça fait plus de 50 ans de la pensée unique. Les gens, même les cadres universitaires, sont en quelque sorte des analphabètes politiques. Donc l'UDPS vient avec une école. L'école de Etienne Tshisekedi,
qui disait de son vivant que le problème que nous avons en République démocratique du Congo, c'est le problème du respect du texte. La loi est claire. On ne peut pas te payer pour faire le travail d'un parti politique. Quand tu es membre du gouvernement, tu es payé pour faire le travail de la République et non le travail d'un parti politique. Donc, l'UDPS ne voit pas Gilbert Kankonde comme son fils, comme son membre, comme son militant, mais l'UDPS le voit comme ministre de la République, oui, qui a essayé au nom de la coalition. Rappelle-toi que dans son discours, le président de la République a dit qu'il n'acceptera pas qu'au nom d'une quelconque majorité au sein des institutions, les intérêts de la population soient remis en question. Donc, il a dit le peuple d'abord, c'est la boussole de notre action politique. Donc l'UDPS voit Gilbert Kankonde en tant que ministre. Mais maintenant, si nous disons majorité, finalement, la majorité en République démocratique du Congo, mais partout ailleurs quand on dit il y a majorité, on pense que le peuple est représenté par cette majorité. Et puis voilà, c'est la mais notre majorité ici, c'est comme si c'est une... Je ne sais pas quel genre de majorité, où le peuple lui-même, comme l'a dit le chef de l'État, s'est dit que je suis majoritaire. Mais il devait être majoritaire dans les institutions. Oui, là, c'est maintenant les objectifs de la politique. L'objectif de la politique, c'est d'améliorer les conditions de vie des populations. Lorsqu'on vote des lois, par exemple dans le Parlement, toute nouvelle loi ou toute modification de loi doit avoir un seul souci, l'innovation dans le sens de l'amélioration des conditions de vie de la population. Les députés sont au Parlement comme la représentation nationale, Assemblée nationale, la représentation nationale pour garantir que toutes les lois qui sont votées, tous les actes posés par le gouvernement, donc l'exécutif et les entreprises publiques convergent dans le sens de l'amélioration de la population. Mais notre politique, c'est la politique de se servir et non servir la population. C'est comme ça que chaque fois, l'UDPS, bien qu'étant au pouvoir, reste en même temps dans l'opposition, puisqu'on a une opposition, la MOUCA, qui a du mal à prendre ses marques, qui a du mal à s'exprimer. Ouais, je vois. Mais entre-temps, le PPRD, son attitude, parce qu'ils envisageaient aussi une marche, mais il semblerait que c'était interdit, et puis ils ont décidé de respecter les institutions, respecter l'État qui a pensé que l'état d'urgence tel que institué par le chef de l'État devait être respecté. Vous ne trouvez pas que... Bon, le PPRD c'est une stratégie qu'on appelle une stratégie trompe-l'œil. Donc, l'UDPS va marcher. Nous aussi du PPRD, nous allons marcher. Ils savaient que la marche sera interdite et ils vont brandir la loi en disant la marche a été interdite pour tout le monde. Comme ce sont leurs ténors qui sont dans les institutions, le gouverneur de la ville de Kinshasa, il est membre du FCC. Ouais, alors il dit j'interdis pour les PPRD et j'interdis pour l'UDPS. Vous voyez? Et là, c'était en fait la stratégie du PPRD, c'était de contrecarrer l'UDPS. Or, l'UDPS sait que le PPRD n'a pas la capacité de mobiliser. Le PPRD, c'est un parti créé au pouvoir. C'est un parti créé par les cadres qui sont au pouvoir. Pendant qu'ils sont au pouvoir, ils ont créé ces partis. C'est un parti qui n'a pas appris l'exercice, qui ne s'est pas exercé. C'est un parti qui n'est pas en phase avec la population et il aura du mal à mobiliser la rue. C'était ça la stratégie. Et l'UDPS, sachant que nous sommes dans un régime d'information, c'est-à-dire la loi dit, vous voulez organiser la marche, ne surprenez pas l'autorité administrative, informez l'autorité à temps pour lui permettre de prendre ses dispositions en mobilisant les forces de défense et les forces de l'ordre pour encadrer. C'est ce que l'UDPS a fait. Cela ne veut pas dire que les marches sont du goût de l'autorité. Non, les marches ne sont pas du goût de l'autorité, mais dès que l'autorité est informée, elle peut dire oui ou non, mais la marche aura lieu. C'est ce que l'UDPS a fait. Vous avez parlé de la MOUCA et
entre-temps, Lamuka qui devait être dans l'opposition et qui aujourd'hui on ne sait même pas s'il est dans l'opposition parce que c'est dans son rôle, au fait, de mettre un peu, de donner une certaine, d'avoir un certain regard par rapport à ce qui se passe dans le pouvoir. Mais qu'est-ce qui fait que, Lamuka en question devait faire, pouvait faire dans une situation pareille, c'est-à-dire là où il y a Ronsard Malonda qu'on devait forcer dans la CENI, et selon vous, qu'est-ce qu'ils auraient pu faire qu'ils n'ont pas fait? En fait, Lamuka a commis une de ces belles erreurs stratégiques. Lamuka devrait prendre l'initiative, devait être celui-là même qui prend l'initiative des protestations, qui prend l'initiative n'étant pas majoritaire dans les institutions, en tant qu'opposition, Lamuka a le droit, en fait, le droit de recourir à la rue lui revient, en premier lieu, avant toute personne. Donc Lamuka devrait prendre l'initiative de recourir à la rue, mais comme nous sommes en face des intérêts communs, et devait faire des démarches auprès de l'UDPS pour que l'UDPS puisse les soutenir. Donc ça devrait être en réalité Lamuka qui prend l'initiative et qui demande à l'UDPS de les soutenir. Lamuka, la première erreur, n'a pas pris l'initiative. Deuxième erreur, Lamuka projette sa marche 4 jours après celle de l'UDPS. Cela aura pour résultat la faible mobilisation, parce qu'il s'agit de la même population à laquelle Lamuka va recourir pour la retourner dans la rue. La population ne reviendra pas. Deuxième chose, l'UDPS ne reviendra pas, puisque ayant déjà réussi son coup, n'a plus l'intérêt de revenir dans la rue. Donc Lamuka a raté l'occasion de devenir beaucoup plus visible. Donc c'est pour dire qu'il n'y aura pas d'impact à la marche qu'ils ont projetée. Mais si vous devriez conseiller les ténors de Lamuka, qu'est-ce que vous leur aurez dit? En fait, Lamuka, c'est une plateforme un peu dépassée. C'est une plateforme dépassée. Pourquoi? Parce que c'est une plateforme créée pour les élections du 30 décembre 2018, qui sont déjà passées. Et à l'époque, Moïse Katumbi n'avait pas de parti politique. Aujourd'hui, Moïse Katumbi a créé son parti qui s'appelle Ensemble pour la République, Vous avez, qui a du mal à s'implanter, tout simplement, puisque selon nos informations, Moïse Katumbi a des difficultés financières. Depuis qu'il a perdu la tête de la riche province du Katanga, qui a été démembrée, et aujourd'hui, c'est 4 provinces qui sont... Avec les affaires aussi, il fallait avoir des avocats et tout le reste. Il a des difficultés financières selon nos informations. Et vous avez de l'autre côté Jean-Pierre Mbemba, depuis qu'il est sorti de la CPI, après 10 ans, il a des difficultés. C'est un homme d'affaires qui a, vous savez, les partis politiques ne sont pas financés dans notre pays par le gouvernement. Le gouvernement lui-même qui est en cessation des paiements de la dette intérieure, il ne peut pas payer des partis politiques. Donc Jean-Pierre Mbemba a aussi des difficultés financières. Et vous avez Martin Fayulu, un leader sorti des accords de Genève pour représenter cette même opposition à l'élection présidentielle du 30 décembre 2018, qui a un tout petit parti que seuls les intellectuels connaissent des noms, et CIDE, Engagement citoyen pour le développement. De Martin Fayulu, Martin Fayulu, toujours président élu. Le président élu qui a un parti qui n'est pas connu, et vous avez l'autre ténor, c'est le professeur Matungulu Bouyambou, qui a été débauché par le président Félix Tshisekedi, qui l'a nommé comme représentant de la RDC à la Banque africaine de développement, et lui, il fait allégeance au président de la République. Son parti politique Congo Nabiso n'est pas connu, si ce n'est que par une poignée d'intellectuels, mais n'a pas... En fait, Lamuka n'a pas la capacité de mobiliser. Et tout ce que je leur donnerais comme conseil, c'est d'organiser leur parti politique. Martin Fayulu devrait utiliser l'aura qu'il a eu en tant que candidat commun de l'opposition à l'élection présidentielle, et en tant aussi
qu'un leader proclamé troisième en ordre des élections présidentielles par la CENI, c'est une grande responsabilité. Donc, ça lui donne une grande visibilité. Ouais. Il pouvait en profiter, si j'étais son conseiller, c'est tout ce que je peux lui demander de faire, en profiter pour implanter son parti, afin d'affronter les échéances à venir. Puisque aujourd'hui, même s'il y a des négociations politiques, je ne vois pas comment il va peser, puisque la politique, c'est le rapport de force. Le message que l'UDPS donne à travers cette marche, c'est de dire, par exemple, dans le cas de la coalition, on parlera de ça peut-être lorsqu'on va parler des conséquences de cette marche, mais le message principal que l'UDPS a voulu transmettre, c'est de dire, regardez, messieurs et dames, à quel point je suis fort, regardez à quel point je suis légitime par rapport à la population congolaise, je peux utiliser cette même masse, je peux utiliser cette même foule pour vous déstabiliser si vous ne faites pas ce que je vous demande de faire. C'est ça le message. Et Martin Fayulu, les Moïse Katumbi et les autres doivent s'inscrire dans cette logique de créer une machine politique derrière. Donc, le pauvre, il est confiné aux États-Unis, ça, il faut s'inquiéter. Mais directement, nous entrons dans les conséquences politiques. D'abord, les conséquences politiques de la marche. Et là, nous prenons d'abord... Qu'est-ce qui va en devenir sur l'alliance FCC Cash? C'est ça, effectivement, c'est la redistribution des cartes. Puisque, même, vous voyez, le gouverneur de la ville de Kinshasa est du FCC, et le gouvernement est majoritairement FCC. Vous avez vu dans la réunion de crise convoquée par le vice-premier ministre de l'Intérieur, Gilbert Kankondé, il y avait le ministre de la Défense, Mbouyi Moukena, je crois qu'il s'appelle Mbouyi Moukena, bon, son nom c'est Moukena, il est du FCC, c'est un classique du FCC. Vous avez d'autres ministres, puisque c'est une commission interministérielle. Et les généraux et les chefs des services de renseignement et de sécurité qui ont participé à cette réunion, à l'issue de laquelle la marche a été rejetée. Mais l'UDPS a bravé cette interdiction. Donc la première conséquence politique, c'est la redistribution des cartes. L'UDPS montre le biceps en disant « je suis fort, vous devez me donner », même prochainement, puisque le gouvernement doit être remanié. Vous voyez, il y a déjà le ministre de la Justice qui est au chômage, et il y a beaucoup de problèmes au sein du gouvernement, donc le gouvernement va être remanié. Mais l'UDPS a fait cette marche pour dire « monsieur, désormais, je prends la part des lions, où j'utilise cette population pour vous déstabiliser ». Ça, c'est la première conséquence politique. Deuxième conséquence politique, c'est démontrer que notre leader, l'UDPS veut montrer que notre leader, le président Félix Tshisekedi, est la seule personne qui détient la légitimité populaire. Puisqu'il y a dans cette affaire du pouvoir, il y a la légalité et la légitimité. Félix Tshisekedi a la légalité de son côté puisqu'il a été proclamé, il est arrivé au pouvoir à la suite des élections. Et à la suite d'une alternance pacifique et civilisée comme eux-mêmes ils l'ont appelé. Et à ce point de vue-là, il a la légalité de son côté. Il a été reconnu par les institutions de la République, il a été reconnu par la communauté internationale, les partenaires de la RDC. L'UDPS vient de montrer, puisque tu te rappelles qu'il y avait une polémique, les conditions dans lesquelles Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir. On dit non, c'était pas lui. Oui, en principe, il est nommé. L'UDPS a voulu montrer que c'était lui. Voilà, en faisant cette marche. Ça, c'est la deuxième conséquence politique. Et le président de la République a maintenant un atout majeur, même lors des négociations ou des actes, puisque la Constitution lui donne même la possibilité, le droit de dissoudre l'Assemblée nationale. Et entre-temps, vous pensez que le FCC ne va pas rebondir parce que si vous n'êtes pas dans les secrets de Dieu, qu'est-ce que l'UDPS est en train... En fait, pas l'UDPS, je disais FCC. Est-ce que le FCC ne va pas rebondir? Parce que tout ça, c'est au bénéfice des cash. Le FCC était déjà isolé sur le plan international. N'oubliez pas, la politique du président Kabila, c'était une politique un peu autarcique, une politique de repli
sur soi. Alors que nous sommes dans le monde global, nous sommes dans le monde globalisé et mondialisé. Le FCC était déjà isolé sur ces plans-là. Et sur le plan interne, cette marche vient de prouver que le FCC est isolé sur le plan interne. Donc, le FCC risque d'avoir des difficultés pour rebondir. Alors, on dira maintenant que l'affaire Ronsard Malonda s'est classée, ou bien Malonda accepté, pas accepté, entériné par le Parlement. Vous pensez que c'est la voix de la rue ou bien c'est l'Assemblée nationale? Mais il y a déjà des réactions. Le pasteur Sonny Kafuta, qu'on dit avoir signé la lettre de transmission. À la place même du président, à la place, Monseigneur. On parle du faux. On parle du faux et usage de faux. Mais déjà, le pasteur Sonny Kafuta s'est prononcé. Je vous épargne de détails, mais il s'est prononcé en disant qu'il est ouvert, il est prêt avec ses autres compères des églises des réveils à participer à de nouvelles discussions pour la désignation d'une nouvelle personne. C'est déjà clair que Ronsard Malonda est assis sur un fauteuil éjectable. Ah, voilà. Alors, on ne parle plus de la loi Minaku parce que les conséquences politiques aussi de la marche, parce qu'il y avait aussi Minaku Sakata, parce qu'on leur a envoyé d'expliquer à la population, je ne sais pas, c'est surtout des séminaires, le bien fondé de leur loi. L'artisan de la loi, des propositions de loi de Minaku Sakata, c'est le désormais ancien ministre de la Justice, Tundaya Kasenda, qui est au chômage. Donc vous comprenez déjà qu'il est parti avec. Il est parti avec. Il est mort avec ses propres progénitures. Alors pour les conséquences, qu'est-ce que vous pensez que son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pourra bénéficier de tout ça? Vous pensez que ça ne fera pas... parce que vous savez, il y a eu des morts et entre-temps, il y a quand même Kabouya qui est l'un des secrétaires, il est d'ailleurs le secrétaire général de l'UDPS, qui a même demandé la démission carrément des vice-premiers ministres, quand Kondé qui est le ministre de l'Intérieur. Et vous pensez pas que Fachi n'est pas sur... Au cours de ces derniers jours, Fachi avait encaissé beaucoup de coups, mais là, il est en train de... Il est en train de redonner les coups. Tu te rappelles, Denis, avec la destitution de Jean-Marc Aboun du poste de premier vice-président à l'Assemblée nationale, c'était un coup fatal. Ouais. Et tu te rappelles aussi de cette affaire de proposition de loi Minaku, Ronsard Malonga, etc. Félix Tshisekedi est en train de neutraliser tout ça. Évidemment, avec Cash, avec Vital Kamerhe. Avec Vital Kamerhe, c'était des coups, c'était des coups que le président de la République était en train d'encaisser, mais là, il est en train d'en donner. Tundaya Kasenda, qui voulait contrôler la justice, puisque l'arme à la disposition de Félix Tshisekedi, c'est la justice. Puisqu'il doit utiliser la politique de la bonne gouvernance. Quand on sait que ses partenaires du FCC ont les mains et les pieds trempés dans la casserole. Ouais. Donc, il a la justice pour sévir. Et le FCC voulait récupérer la justice. Ils n'ont plus aucun moyen de le faire avec Tundaya Kasenda qui a été cloué au pilori. Et puis, cette marche du FCC et cette marche de l'UDPS qui montre que l'UDPS n'a plus besoin de l'interdiction des autorités. L'UDPS n'a pas peur. L'UDPS a la loi de son côté et qu'elle peut utiliser la rue et s'exprimer en tant que souverain. Non, le président Félix Tshisekedi a la possibilité, il a aussi le soutien des partenaires. Une grande partie du budget de la RDC vient des donateurs internationaux, des partenaires internationaux qui ont le mot à dire. Tu sais, la main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit. Les donateurs internationaux, l'Union européenne, les Américains, la Banque mondiale, ils ont un mot à dire dans notre politique puisqu'ils donnent l'argent et eux, ils soutiennent Félix Tshisekedi. Avec la population, je pense que Félix Tshisekedi pourra utiliser cette légitimité comme bâton pour taper sur les mains des FC. Tu te rappelles à l'école primaire on nous donnait, on appelait ça le règle, on donnait le règle. Et nous pensons que l'alliance, nous souhaitions que l'alliance puisse continuer. Oui, mais pourquoi faire? Le président lui-même a dit que il n'acceptera pas qu'au nom d'une quelconque majorité,
on remette en cause les intérêts de la population. C'est bien beau au nom de la stabilité des institutions que les deux leaders, l'ancien et le nouveau chef d'État, qui ont accepté de travailler ensemble, continuent à travailler, que la stabilité de la coalition FCC cache. Mais pourquoi faire? On a l'impression, pas même l'impression, c'est évident que tous les actes qu'ils posent ne sont pas dans l'intérêt de la population. C'est comme si nous continuons toujours à assister pendant ces quinquennats des marches pareilles, parce qu'il y aura toujours des contestations aussi longtemps que FCC n'aura pas tiré la leçon. S'il ne tire pas la leçon, l'objectif d'une marche pacifique ou d'une expression populaire, puisqu'il n'y a pas que des marches, on peut faire d'autres types d'actions. La population peut faire d'autres types d'actions. L'objectif, c'est de montrer que, monsieur, écoutez, puisqu'il n'y a pas une force qui peut dépasser une population déterminée, une population mobilisée, debout. Il n'y a aucune force qui peut la dépasser. Je pense que le FCC va plier. C'est comme a dit Roxy Manga, le peuple gagne toujours. Mais on a quand même, pendant tout ce temps en République démocratique du Congo, dans les médias, et rare on parle de l'économie, du développement. C'est comme si tout le monde c'est la politique. Même nous dans la diaspora c'est la politique. Vous pensez que c'est à l'interne et à l'externe, c'est toujours la politique. Et vous pensez que on va s'occuper de l'économie après. Donc il faudrait plus. C'est une bonne attitude ou vous pensez qu'on devait penser autrement? Ben, Denis, ça c'est une question cardinale, puisque la politique doit être au service de l'économie et non l'inverse. Je me rappelle, il y a quelques années, on faisait un reportage au Japon, on demandait aux jeunes japonais de donner la définition du parti politique. On était dans la rue au Japon, on demandait le parti politique c'est quoi? 8 jeunes sur 10 échouaient. Alors, vous devez savoir que le fait pour un peuple d'un pays, en particulier sa jeunesse, d'être impliqué bec et ongle dans la politique est une preuve du sous-développement dans ces pays. Parce que, vous voyez, par exemple, nous sommes ici en Australie, si vous baladez les micros ici, vous demandez aux jeunes de vous dire le nom du ministre du budget, on ne connaît pas. Et après, ils vont même te dire que pourquoi je dois connaître. Et puis, il va se moquer de toi. Tu t'intéresses à qui, à quoi? Pourquoi? Puisque on n'a pas besoin de ministres pour vivre. La vie des populations est organisée au niveau de leurs communes, au niveau des municipalités. Ce sont des municipalités qui pourvoient aux écoles, aux bibliothèques. Vous voyez ici, il y a des bibliothèques dans chaque quartier. Ouais. Il y a des écoles dans chaque quartier. Ton enfant va à l'école de ton quartier. Et il y a les centres commerciaux dans ton quartier. Tu ne vas pas, tu ne quittes pas Lemba pour aller faire le marché aux Andes. Au marché central. Comme on dit, tout est centralisé en ville, comme on a toujours dit. Alors, tu as la clinique, ce qu'on appelle les family doctors, ouais. la médecine familiale. Ouais. Tu as ça dans ton quartier. Donc, tu as tout dans ton environnement naturel où tu vis. Du coup, tu ne t'intéresses pas à la politique. Au Congo, les gens s'intéressent à la politique parce que c'est la seule industrie que nous avons. Les gens s'intéressent à la politique puisque quand tu finis, tu regardes bien, la plupart des jeunes étudient les droits. Ouais, les Congolais connaissent même par cœur les articles du Code pénal, le livre 1, livre 2. C'est des choses, ça montre qu'on est enclin dans le sous-développement. Moi, je propose au président Félix Tshisekedi un modèle économique. Ça, c'est intéressant. Oui, le modèle chinois. Beaucoup de gens pensent que c'est Mao Tse-tung qui a développé la Chine. Mao Tse-tung n'a pas développé la Chine. Mao Tse-tung était une espèce de monarque qui s'est comporté un peu. Tu te rappelles à l'époque du président Kabila, il disait nous n'avons pas de leçons à recevoir. Le président Kabila s'est intéressé juste à la communauté internationale pour asseoir son pouvoir. Comme il n'était pas venu au pouvoir à travers les élections, il a visité les capitales du monde, mais dès qu'il était assuré qu'il avait son fauteuil, c'est fini. Il s'en foutait. Bon, moi, je propose le modèle de la Chine, incarné par, ou soit impulsé par le président Deng Xiaoping.
C'est lui qui a remplacé Mao. Mao est mort en 1976. Il y a eu 2 ans de transition. En 1978, Deng Xiaoping a pris le pouvoir et il a fait 3 choses. La première chose qu'il a faite, c'est les réformes. Il a initié une politique qu'il a appelée, sa méthode c'était traverser la rivière en tâtant les pierres. Donc tu dois y aller de manière prudente. Pourquoi? Puisque le parti communiste laissé par Mao Tse-tung avec ses caciques ne voulait pas de réformes. C'est un peu la situation que Félix Tshisekedi hérite avec le FCC. Des gens qui se sont accaparés des biens de la République, qui ont privatisé la Banque centrale, qui ont privatisé les entreprises publiques, qui ont la main mise sur toutes les régies financières du pays. Et c'est dans cette situation-là que Deng Xiaoping a pris le pouvoir avec les caciques du Parti communiste qui ne pouvaient pas supporter les réformes. Et il devait y aller avec parcimonie pour éviter lui-même de se faire éclabousser. Mais c'est comme ça qu'il a lancé les réformes tous azimuts. Les réformes de la justice, les réformes de la santé, les réformes du système éducatif, les réformes du système commercial. L'ensemble des systèmes d'un pays devrait être réformé. Ça, c'est la première chose que Deng Xiaoping a faite. Si Félix Tshisekedi veut développer la RDC, premièrement, il doit être le président des réformes. Parce que le président Kabila, pendant 18 ans, n'a pas fait de réformes. Deuxième chose que Deng Xiaoping a fait, il s'est basé sur... Il a tenu compte de la position géographique de la Chine, avec des pays voisins tels que le Singapour, la Corée du Nord et du Sud, le Japon, des pays qui sont appelés des tigres et des dragons dans l'Asie du Sud-Est, qui, au moment où la Chine était repliée, où on chantait, la population chantait et dansait à la gloire de Mao Tse-tung. Mao Tse-tung qui disait que le pouvoir est au bout du canon. Donc pour lui, c'est la matraque, c'est les fusils. Donc on te cloue. Alors à ce moment-là où la Chine était repliée sur soi, était en autarcie, ces pays voisins étaient déjà avancés sur le plan, ils étaient ouverts au monde. Ils étaient déjà avancés. Alors, Deng Xiaoping a tenu compte de ça. La RDC, c'est le seul pays au monde qui a 9 voisins. Et à côté de ces 9 voisins, vous avez l'Angola et l'Afrique du Sud et certains pays de l'Afrique australe qui sont déjà très avancés sur le plan du développement. Le président Félix Tshisekedi, imagine si on instaurait les zones spéciales, les zones économiques spéciales. Par exemple, en RDC, qu'on commençait à produire avec une population d'environ 100 millions d'habitants annexée aux populations des pays voisins à qui on doit aussi exporter, plus l'Afrique du Sud, l'Angola, etc. Les chiffres d'affaires que la RDC devrait réaliser. Troisième chose que Deng Xiaoping a fait, c'est la diaspora chinoise. La Chine, à l'époque, avait déjà, avec le système qui prévalait en Chine, les systèmes de la chape d'aplomb. La Chine avait déjà des citoyens chinois qui étaient aux États-Unis, en Europe et qui vivaient dans les pays voisins qu'on a cités. Et ce que le président a fait, c'est prendre des mesures incitatives qui ont permis à cette diaspora de transférer les technologies et de transférer les capitaux. La RDC a une diaspora d'environ 10 millions de gens qui sont partout dans le monde. Et qui ont même investi là où ils sont. Qui ont investi et qui sont aussi dans les institutions, qui ont acquis l'expérience. Il y a des enfants congolais qui sont nés dans les grands pays, qui ont fait des bonnes études, qui maîtrisent les technologies, mais qui ont aussi des relations, qui peuvent faire les lobbying. Alors, si le président Félix Tshisekedi veut inscrire son nom dans les annales, et je lui propose, en fait ce n'est pas le seul modèle, hein, mais je lui propose le modèle de Deng Xiaoping qui a réussi. Et qui a fait de la Chine et qui a fait de la Chine, je crois que c'est la première économie mondiale, mais par orgueil les Américains ne veulent pas reconnaître.
Et voilà, donc l'ouverture dans le monde qui est aussi très importante, parce qu'à l'époque de Mao, il n'y avait pas... cette ouverture. Et le président Félix Tshisekedi a cette chance d'avoir vécu en Belgique, d'avoir vécu en Europe depuis l'âge puéril. Et il a la chance d'avoir assumé les responsabilités des diplomates au sein de l'UDPS. Pendant son cursus, exactement, et il a montré qu'il est un diplomate irrédoutable. Quelques jours après son élection à la tête de la RDC, il est devenu vice-président de l'Union africaine, et l'année prochaine, il sera le président de l'Union africaine. Il parle bien avec les Américains, les Européens, il peut faire, puisque je rappelle que Deng Xiaoping avait fait une partie de ses études en France. Il a compris la nécessité d'ouvrir la Chine au monde, et il a compris la nécessité. Vous voyez, la plupart des produits que nous utilisons sont fabriqués en Chine par des sociétés occidentales. Ouais. C'est le modèle de Singapour. Le Singapour, qui est un pays désertique, utilise deux choses: les technologies et les franchises, comme on dit en anglais, les entreprises franchisées. Ouais. C'est-à-dire, ce sont les mêmes produits, les mêmes marques occidentales qui sont fabriquées à Singapour. Ouais. Et vous avez deux produits, le même nom, le même produit. Quand vous entrez dans un espace commercial, vous trouvez le même produit. Par exemple, ces micros, qui est fabriqué, ces micros E-News 24, qui est fabriqué en Finlande, et le micro E-News 24 qui est fabriqué à Singapour. Celui fabriqué à Singapour coûte moins cher, tout simplement puisqu'on a utilisé les matières locales, et celui fabriqué à l'étranger coûte plus cher puisqu'on a utilisé les matières importées avec les taxes d'importation, etc. Mais les deux micros, aussi, la main d'œuvre, mais les deux micros ont la même capacité, la même performance, la même qualité, et du coup, celui fabriqué localement coûte moins cher et il est plus acheté. Et l'argent entre plus dans les pieds. Ça, c'est un exemple très éloquent. Et merci Eric Mwamba, merci d'être toujours présent quand nos auditeurs ont besoin de vous. Ça, c'est ma maison, E-News 24. Bien sûr. Oui. Et merci, chers amis internautes, de nous avoir suivis et nous vous disons à la prochaine. Merci, monsieur Eric. Au revoir. Au revoir.